donner la responsabilité d'animer cette table ronde, ça fait plaisir. Bonsoir Anne, je suis content qu'on puisse se revoir. On s'est rencontrés pour la première fois l'année dernière sur un bateau. Ouais. Bon souvenir. C'est ça. Avant toute chose, je voulais juste faire un mini point sur les dons, parce qu'il faut pas oublier quand même que tout ce qu'on fait là ce soir, c'est quand même un but caritatif. Donc j'ai regardé brièvement tout à l'heure, on était un petit peu plus de 3 000 €. Il reste encore 2 jours pour atteindre l'objectif de 7 000 €. Donc voilà, si parmi vous n'avez pas encore donné, et si vous le pouvez évidemment, surtout n'hésitez pas, parce que c'est quand même, surtout en cette fin d'année et après l'année 2020 qu'on vient d'avoir, ça fait quand même plaisir, un petit peu de partage et de générosité. Tout en sachant que vous avez aussi la possibilité de mettre un petit peu d'argent, peut-être 5 ou 10 € dans un panier garni avec tout un tas de contenus qui nous ont été proposés par nos partenaires. Il y a des scénarios, il y a des jeux de rôle complets, il y a des romans complets, il y a de la bande dessinée, des illustrations, etc. Et puis vous avez aussi la possibilité de vous rendre pour acheter quelques goodies du Roll Event sur la boutique du Roll Event. Toute la marge étant reversée aux associations bénéficiaires, les Blues Roses et la Fondation de Théodora. Et en ce qui concerne le panier garni, le bundle, c'est 100% de l'argent qui est reversé. Que ce soit le bundle ou bien la boutique, ça sera intégré a posteriori. Donc, vous pouvez aussi vous faire plaisir avec un goodies ou avec un panier garni, et ça intégrera le total atteint à la fin des opérations. Voilà, je te repasse la parole, Florian. Pas de problème. Alors Anne, on va commencer directement. Je pense que j'étais arrivé pile à ce moment-là, mais du coup, une petite introduction, une petite présentation de ta part. Est-ce que tu veux nous faire un petit aperçu de ce qu'a été ta vie en tant que traductrice essentiellement? Alors en fait, en tant que traductrice, ça va faire plus de 30 ans maintenant. J'ai commencé par être auteur, et puis traductrice, ça permettait quand même un peu mieux de gagner sa vie. Et je traduis aussi bien dans le domaine littéraire que dans le domaine ludique, avec quand même du 100% ludique depuis 20 ans là. Ouais. Donc c'est vraiment ma spécialité, donc du jeu de rôle, du jeu vidéo quand j'étais chez Blizzard. Donc, j'ai été pendant 10 ans dans leurs équipes internes de traduction, jeux de plateau, jeux de simulation, jeux avec figurines. Un peu le jeu sous toutes ses formes. Ouais, total. Voilà. Donc, en jeu de rôle, en tant qu'auteur, il y a surtout les gens de la table ronde, un certain nombre d'articles, de scénarios pour Casus Belli, Le Dragon Radieux, enfin pas mal de revues des années 80-90, début 2000. Des campagnes, et puis sinon en traduction dans mon tableau de chasse, donc j'ai Chill, la première V1 chez Schmidt France, et puis la V3 chez Akagame, Dragon Age en collaboration, on était 2 traducteurs chez BBE, Fading Suns pour je sais plus comment, c'était sur Toulouse. Bref. Fading Sun, pardon, c'était pour Multisim. Conspiracy X, c'était pour l'éditeur qui était sur Toulouse. Thor pour Jeux des cartes. Marvel Super Heroes aussi pour Schmidt France, et puis etc. Ça, c'était les principaux. Donc un beau tableau de chasse quand même. Un beau tableau de chasse. Je voulais. On t'entend plus. Ouais, excusez-moi. J'ai pas l'habitude du push to talk. Je pense que je vais avoir une crampe au pouce d'ici la fin de la table ronde, mais il n'y a pas de problème. Je voulais commencer directement sur éventuellement la traduction dans sa globalité, on va dire, dans sa généralité, et peut-être un peu les outils aussi que tu utilises. Est-ce que pour la traduction, donc en général, est-ce qu'il y a vraiment des règles peut-être assez strictes à suivre, ou des méthodes qui sont reconnues, certaines façons de faire pour aborder
du contenu à traduire. Comment tu traduis de manière efficace et dans les règles si elles existent? Ouais. Alors dans la traduction, le résultat auquel on veut obtenir, c'est qu'il faut donner au lecteur l'impression que le texte a été rédigé dans la langue cible. On parle de langue source et langue cible. Hein, donc il faut que la langue d'origine se fasse complètement oublier. Ce qui veut dire qu'il faut être capable de se détacher du texte d'origine tout en préservant le contenu et parfois la forme. C'est pour la traduction littéraire, il y a un style de l'auteur qu'il faut savoir respecter. C'est sûr. Hein. Voilà. Après, il y a des moments où si on repart un peu sur le jeu de rôle, parce qu'en traduction littéraire, on a quand même généralement un peu plus de temps, pas beaucoup plus, mais un petit peu plus. Il y a ce que j'appelle le cercle magique. Alors, est-ce que je peux mettre une image dans le conférence alpha? Oui, tu devrais pouvoir. Alors, Normalement, tu peux nous partager ton écran. Ouais, mais sinon, c'est juste un fichier. On peut juste le. Ouais. Donc, je l'ai aussi, hein, si tu veux que je le glisse moi. Voilà. Je viens de le mettre. Parfait. Donc voilà, vous la voulez comment votre traduction? Bon là je l'ai appliqué à la traduction, mais c'est valable pour pas mal de choses. On peut être rapide, on peut être pas cher, on peut faire de la bonne qualité, mais les trois à la fois c'est non. Donc vous pouvez être rapide et pas cher, mais ça risque d'être laid. Vous pouvez être rapide et de bonne qualité, mais ce sera plus cher. Et vous pouvez être pas cher et de bonne qualité, mais ce sera plus lent. Voilà. Donc, il faut savoir jongler avec ces trois éléments pour arriver au degré de précision qu'on va accorder à la traduction. Parce que, bien sûr, si on avait tout notre temps devant nous, on pourrait peaufiner le moindre mot, le moindre détail, mais dans l'édition, on a des délais, on a des impératifs. Donc, il y a un moment, il va falloir faire des choix et trancher. Donc, si on me dit, t'as 6 mois pour traduire ça ou t'as 3 mois pour traduire ça, je vais pas du tout envisager les choses de la même façon, sachant que quand moi, ça c'est ma méthode personnelle, mais je pense que c'est pour beaucoup d'autres la même chose. Il y a le premier jet, c'est-à-dire là, on aligne du kilomètre de texte brut de fonderie sans trop te poser de questions. C'est le moment où le cerveau est en mode anglais. Bon, je traduis de l'anglais au français. De l'anglais au français. Là, on va traduire au kilomètre. L'important, c'est de bien comprendre la source. Et ça prend à peu près les 2 tiers du temps qu'on va accorder à la traduction. Et après, il y a la phase peaufinage, polissage, réécriture, où on va se mettre ce cerveau, cette fois en mode français. Et là, on va retriturer ce texte pour donner justement cet effet qu'il a été écrit dans la langue cible. Et donc, il va falloir éviter ce qu'on appelle un calque, c'est-à-dire la traduction de mot à mot. Il n'y a rien de pire qu'un texte traduit où on retrouve sous-jacent la structure grammaticale anglaise. Oui, ça se voit immédiatement. Pour quelqu'un qui comprend un minimum, oui. Donc il y a pas mal de procédés comme ça qu'on appelle par exemple la recatégorisation, c'est-à-dire qu'on va transformer peut-être un verbe en adverbe, où on va inverser une forme passive, on va faire une forme active. L'anglais a tendance à utiliser beaucoup de formes passives. On va enlever. On en vient vite accro, hein, je tiens à dire d'ailleurs, parce que même moi aujourd'hui, quand j'écris, ne serait-ce que des emails ou quelque chose comme ça, pour la petite aparté, moi j'habite à Londres depuis 11 ans, donc je parle couramment anglais. Je ne fais pas de traduction, mais donc du coup, je suis amené évidemment à passer de l'anglais au français, que ce soit pour mon business ou juste mes relations personnelles. Et c'est vrai que cette forme passive de l'anglais, c'est quelque chose... je veux pas dire que c'est un bouche-trou, mais c'est vrai que pour beaucoup de choses, quand je le traduis du français, ça me permet d'avoir une tournure un peu fraîche, on va dire, qui change un peu. Rester en forme passive en français, ça va donner vraiment
ça va affadir le texte, tandis que si on le met en forme active, ça va être compréhensible immédiatement. C'est ça. L'autre écueil, par exemple, c'est les relatives. Alors là, c'est au lieu de dire le chat mange la souris, c'est le chat qui mange la souris. On vire. Et ça, on le trouve beaucoup dans les règles de jeu. Il y a aussi très souvent dans les jeux une manie qui vient de l'anglais, mais je sais pas d'où. C'est de parler au futur. Le joueur lancera 3D, alors que le présent est beaucoup plus immédiat, beaucoup plus dynamique. Oui, donc, ça parle plus aux joueurs quand on le lit en plus. Ça parle plus aux joueurs, donc on va adapter. On va faire un vrai travail d'adaptation. Et c'est là où justement le fait de parler couramment anglais fait pas forcément de quelqu'un un bon traducteur, parce que il faut une vraie compétence d'auteur, d'écriture. Oui, on est bien d'accord. Tout le monde ne l'a pas. Je veux dire, c'est un exemple qu'on utilise très souvent dans le monde de la traduction, mais les histoires extraordinaires d'Edgar Poe ont été traduites par Charles Baudelaire, et c'est clair que c'est quelque chose il y a même des professeurs de littérature anglaise qui conseillent à leurs élèves de lire la version française. Donc voilà, le premier gros écueil, c'est de trop coller au texte anglais, faire ce qu'on appelle du calque. Dans les choses aussi à gérer, quand on traduit, c'est ce qu'on appelle le foisonnement. Il faut savoir que pour dire exactement la même chose, le français, il va prendre entre 20 et 30% de texte en plus. Donc, pourquoi je suis pas étonné? On a une langue qui est plus verbeuse, tout simplement. Ils ont une facilité aussi à créer des néologismes, à prendre la racine et en faire un adverbe en rajoutant ing à la fin. Et ça marche tellement bien. Ça marche très bien. Et en français, on va avoir des tournures qui sont un peu plus. Alors, dans le domaine de l'édition, le papier c'est cher, donc si on veut garder le même volume papier que l'original anglais, va falloir jouer sur la taille des images, va falloir jouer sur la taille des caractères, l'espacement des lignes, ou alors on va demander au traducteur de compresser. Condenser. Ce qui n'est pas toujours évident. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécial dans le jeu de rôle? En fait, c'est une traduction entre guillemets qui n'est jamais terminée. Pourquoi? Parce que le jeu de rôle, vous avez un jeu de base. Ouais. Souvent, vous avez des suppléments, des additifs, des aides de jeu, des campagnes. Donc, il faut savoir quand on va glossariser, parce qu'il va y avoir des termes réservés. C'est un des travaux qu'il faut faire, c'est glossariser le jeu. Les caractéristiques, on va appeler ça des caractéristiques ou des attributs. Skill, on va dire compétences ou capacités. Enfin, maintenant, on a un certain nombre de termes qui ont une traduction consacrée. Et puis, la liste des compétences, il va falloir choisir si on traduit skills par discrétion et pas l'affreux furtivité qui, en fait, s'applique aux avions qui échappent au radar, mais pas aux gens qui se déplacent silencieusement. Donc voilà, il y a tout ce travail et il faut se réserver de la place pour l'avenir. Parce que ça peut être tentant de prendre un mot un peu, un synonyme, mais si ça se trouve, dans le supplément qui va apparaître dans 1 an et demi, la seule traduction de disponible, c'est le mot que vous avez placé dans le livre de base pour autre chose. Et là, on se retrouve vraiment coincé. Donc, il faut vraiment penser surtout dans la phase glossarisation, à se réserver l'avenir. Par exemple, si vous avez, je prends vraiment un truc bateau, helm, ça va être le home, helmet, le casque. Le casque. Mais on va pas dire bassinet, parce que bassinet, c'est un autre mot anglais qui risque de nous arriver dans les pattes dans 6 mois. Oui. Même si c'est plus évocateur. Donc voilà, c'est un vrai... Oui, il y a de véritables choix à faire au niveau de quelle traduction, surtout qu'entre les deux langues, j'imagine que c'est valable pour toutes les langues d'une certaine manière, mais que ce soit du français à l'anglais, de l'anglais au français, il va vraiment y avoir certains termes qui vont avoir énormément de synonymes dans l'autre langue
alors que en français, non, ça va être un mot ou deux pour désigner quelque chose, et vice-versa. Donc, et quand c'est comme ça, par exemple, c'est une discussion que tu vas avoir directement avec l'éditeur, tu vas leur fournir toi directement plusieurs choix et l'éditeur, non, généralement, il rentre pas dans le détail à ce point-là. On a l'avantage dans le milieu du jeu de rôle que l'éditeur est généralement rôliste aussi, ou connaît quand même suffisamment les jeux. C'est pas comme certains clients qui, pour eux, la traduction, c'est un processus magique, enfin, pas des petits lutins qui font ça instantanément et sans effort. Non, là, on a l'avantage dans le milieu du jeu de rôle d'avoir généralement des éditeurs qui sont des gens qui connaissent le produit. Il y a des choses, par contre, qu'on va voir avec l'éditeur, c'est qu'il y a des choses qu'il va falloir vraiment adapter. Par exemple, justement, les exemples, l'auteur anglophone va utiliser des prénoms anglophones. Donc, si on veut que le texte soit proche du lecteur français, enfin francophone, il va falloir y mettre des prénoms français. Oui. Des prénoms qui sont utilisés de nos jours. On va pas chercher des Léons ou des Victor. Donc, il y a quelquefois des démarches, pour le coup éditoriales, où on va contacter l'éditeur. Si, par exemple, l'auteur américain n'a pris que des prénoms masculins, oui. Est-ce qu'on rétablit la parité dans le texte français? Oui, non. Ça, c'est une décision éditoriale. Donc, en tant que traductrice, ça, je vais en référer à l'éditeur. Comme la décision qui a été prise pour une Quest de parler de la meneuse de jeu. D'accord. Oui, mais faut vivre avec son temps aussi. Donc, voilà. Est-ce que ça t'arrive de temps en temps de faire un petit peu pression là-dessus sur des choses? C'est pas forcément leur faute, entre guillemets, si ils l'ont pas prise en compte dans la version anglaise originale, mais est-ce que toi, ça te... Écoute, à partir du moment où c'est quelque chose qui a correspondu à une sensibilité du lectorat, cette parité, on l'avait aussi en anglais, donc ça allait à peu près. Ouais. Bon, par contre, c'est sûr que quand je francise, quelquefois, je m'amuse à glisser les prénoms des gens avec qui je joue. Ah, mais ça, c'est le petit clin d'œil, ouais, c'est normal. Clin d'œil. Très bien. Puisqu'on est un peu sur le sujet justement de la relation avec les éditeurs, les différentes personnes pour qui tu fais ce travail-là, cette traduction, une question vraiment par pure curiosité, qui contacte qui? J'imagine qu'aujourd'hui, avec ton palmarès, ton tableau de chasse, tu as quand même du travail qui vient vers toi d'une certaine manière récurrente. Pas tant que ça, parce que on est quand même pas mal sur le créneau. D'accord. Et que mes tarifs étant, avec le temps et mon expérience, mes tarifs étant un peu plus élevés que la moyenne. Voilà, mais c'est sûr que il y a un moment où il faut contacter les éditeurs. Donc ça peut se faire de plusieurs façons. L'une des façons les plus efficaces, c'est d'aller sur les conventions et les salons. Généralement, les éditeurs sont présents sur leur stand. On y va, on se présente, on papote. Tiens, tu as des traductions en cours, là. Il y a d'autres choses aussi que j'ai fait, c'est qu'en suivant un peu les news, on apprend que tel éditeur français a l'intention de traduire tel jeu. Et à ce moment-là, je les contacte en disant, c'est ce que j'ai fait pour Chill, en disant coucou, bonjour, voilà, moi j'ai traduit la V1, je suis disponible, est-ce que ça vous intéresse que je traduise la V3? Ouais. Mais voilà, il y a quand même toujours une démarche de se présenter, de contacter, rien. Ouais, le réseautage. Le réseautage est essentiel. Est essentiel. Ouais. Le réseautage est essentiel. Et donc, du coup, je rebondis là-dessus, étant donné la situation qu'on vit en ce moment et où le réseautage sur les conventions et les salons est plus ou moins limité, malgré évidemment les versions digitales. Comment en ce moment, comment tu fais pour essayer de contacter les gens? Faire, presque 3 ans que je travaille pour Mythic Game, donc jeu de plateau avec figurines. Bien sûr. Et je travaille à 150% pour eux, donc. D'accord. Donc là, pas de souci là-dessus. Ok.
Donc du coup ça, mais par contre c'est vrai que le contact ça manque quoi. Et du coup là par exemple pour Mythic Games, est-ce que tu retrouves le même genre de particularités que des systèmes de jeux de rôle, etc. J'imagine que ça s'étend à la fois sur le lore de leurs jeux, parce qu'ils sont très riches en histoire et personnages, vu qu'ils ont eu des jeux. En fait, ça va dépendre des jeux. Il y a un jeu sur lequel je viens de terminer de travailler. Là, pour le coup, c'était un jeu français qui est traduit en anglais, parce que pour eux, je ne suis pas que traductrice, je suis ce qu'on appelle directrice de la localisation. C'est aussi moi qui vais recruter les traducteurs, trouver les relecteurs, suivre l'avancée du projet. Donc là, c'est l'étage d'au-dessus. Et Steam Watcher, c'est un livret de 24 pages qui explique des règles. Voilà, c'est un livret de règles. Il y a un petit livret de background, de fluff, comme on dit, pour parler un peu de l'univers, mais ça reste 50 pages à tout casser. Solomon Kane, là où je suis la traductrice, le volume actuel, c'est pratiquement le volume des 3 tomes du Seigneur des Anneaux. Ah. Voilà. Et c'est très littéraire. Parce qu'en fait, c'est un jeu de plateau où on va jouer, on va déplacer des figurines en CDD. Mais il est très narratif. Donc, à chaque situation, il y a un texte à lire, il y a des embranchements qui mènent vers un autre texte, etc. Et donc là, il y a vraiment des textes d'ambiance. Donc, alors, il y a des textes qui sont tirés directement des œuvres de Robert Howard, puisque c'est une adaptation en jeu de la licence Solomon Kane. Ouais. Mais on a aussi écrit des histoires complètement inédites sur le thème de Solomon Kane, et là, c'est de la traduction pure d'un texte nouveau, c'est même plus le texte d'Howard. Donc, il y a un petit peu tout. On a aussi prolongé des nouvelles qui étaient inachevées. Donc, en fait, selon les jeux, ça peut être extrêmement technique. Oui. Enchanter, c'est un jeu de cartes. Il y a le livret de règles, et puis après, ça a été que du texte de cartes à traduire. D'accord. Donc, en fait, là, contrairement au jeu de rôle, c'est très varié dans le. Et de manière personnelle, qu'est-ce qui te plaît le plus? Est-ce que tu aimes justement allier cette notion d'auteur et de création à tes traductions, j'imagine, plutôt que de simplement faire de la traduction de textes déjà existants pour une centaine de cartes, par exemple? Il y a toujours un travail de création parce qu'on va chercher le mot qui va bien. En fait, mon grand trip, moi, c'est de trouver le mot juste, d'aller chercher dans les racines grecques, latines, les synonymes, etc., pour trouver le truc qui colle. En plus, souvent, je repense à ce jeu-là, Enchanters, avec des cartes. Pas toutes les cartes, mais il y a un certain nombre de cartes qui ont une petite phrase d'ambiance en bas. Souvent, c'est un jeu de mots, c'est une référence cinématographique, etc. Et donc, il y a des fois, il va falloir adapter parce que le joueur français a peut-être pas forcément cette référence. Ou le jeu de mots tombe à plat en français. Donc là, il y a un vrai travail de création, même sur des petits textes. Oui, moi encore une fois, enfin j'ai horreur de la traduction et de la version parce que justement ça me prend beaucoup de temps d'arriver à trouver ce mot juste, etc. que les gens, que ma famille ne comprennent pas forcément. Mais c'est vrai que justement toute cette notion de jeu de mots, de mise en atmosphère, etc. pour essayer tout ce flavor text, on appelle ça en anglais les petites phrases, voilà, les textes d'ambiance. Magic the Gathering me vient immédiatement à l'esprit pour ça. Pareil, est-ce que ça t'arrive de dire non mais cette phrase-là, elle n'a juste, même avec ma meilleure traduction, n'a aucun sens ou n'aura aucun impact sur la personne qui va la lire, et donc du coup, est-ce que c'est remplacé entièrement? Adapté. De toute façon, faut se dire que rien n'est intraduisible. Hein, on peut pas accepter le mur de quelqu'un. De toute façon, ça se traduit pas, on peut pas traduire. Non, ça prend plus de temps, ça va être plus difficile, mais on va trouver quelque chose. Alors là, l'exemple qui me vient en tête, c'est pas dans le jeu de rôle, c'était dans World of Warcraft quand je travaillais chez Blizzard.
Donc, il y a des personnages qui vous donnent des quêtes, et ces quêtes ont un titre. Et donc, il y avait une quête qui était, il fallait tuer des élémentaires de terre, d'air et de feu. En anglais, ça s'appelait Earth, Wind and Fire. Normal, oui. Normal. Et en français, ben, ça tombe complètement à plat. Donc, on a cherché complètement autre chose. On s'est dit, alors, on va tuer des élémentaires de terre, d'air et de feu. Du coup, il n'y a pas d'élémentaires d'eau. C'est ce qui manque. Et on massacre des élémentaires. Donc, on a appelé ça la boucherie sans eau. Et au lieu de faire une référence à un groupe de rock, on a fait une référence à Tintin et Milou. Ça va. Voilà. Ouais. Donc, et combien de temps il vous a fallu pour trouver ça? Oh, je sais plus, mais bon, on était plusieurs, on faisait des brainstorming, puis à un moment, ça... Puis il y a des fois où, bon, on trouve pas, on le met de côté, parce que bon, on ne traduit pas pour le soir même, hein. Généralement, on est plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur le truc. Donc, ça a le temps de mûrir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore dans les pièges? Parce qu'on parlait des pièges. La typographie anglaise, elle s'insinue partout en jeu de rôle. C'est terrible. Les Anglais ont une manie de mettre des majuscules partout. Ah oui. Les titres, les grades, les noms des mois, les noms des jours, certains concepts comme une nation en français. Le nombre de jeux de rôle que je vois traduits où ils ont laissé la typographie anglaise, c'est pas dramatique. Mais moi, j'ai les yeux qui saignent. Ouais, mais c'est vrai que c'est aussi devenu, je pense que, notamment peut-être dû à la propagation de l'anglais sur la planète, mais c'est vrai que cette typographie de mettre beaucoup de lettres majuscules pour des titres aujourd'hui ou des choses, il va y avoir des majuscules à chaque mot, alors que grammaticalement, ça n'a aucun sens, quoi. Et en fait, en plus, c'est contre-productif, surtout dans une règle de jeu, parce que elle sert à quoi cette majuscule? À attirer l'attention du lecteur. Ouais. Et c'est comme le fameux proverbe « trop d'impôts tue l'impôt ». Bah, trop de majuscules tue la majuscule. Si vous avez une majuscule tous les 3 mots, ben, il n'y a plus rien qui est mis en relief. Et en plus, on se prive d'un outil de codage qui est fantastique. Moi, je me souviens, j'avais fait ça pour Torg dans la V1 pour jeu des cartes. C'est-à-dire que j'avais décidé que tout ce qui était caractéristique, c'était majuscule. Les compétences, c'était minuscule avec des italiques. Les qualités et les défauts, c'était italique, mais avec une majuscule. Et ainsi, on arrive à coder pour que, en fait, en lisant le mot, le joueur soit instinctivement, c'est une caractéristique, c'est une compétence, c'est une qualité, c'est un défaut, et il sait tout de suite comment ça va fonctionner. Donc, c'est un outil fantastique, les italiques, les gras, les majuscules, on peut jongler avec pour leur donner du sens. Donc, si on en met partout. C'est vraiment à ça que ça sert, ouais. Si on en met partout, voilà, que ce soit l'italique, le gras ou la majuscule, c'est des façons de mettre en valeur un mot ou une phrase. Donc, ça serait dommage de s'en priver, quoi. De s'en priver, oui, non, c'est sûr. Alors, l'autre chose aussi dans le jeu de rôle, c'est que quelquefois, la personne qui va traduire un supplément n'est pas celle qui a traduit le jeu de base, le livre de base. Donc, ouais. La chose qu'il faut absolument faire, c'est lire ce livre de base. On ne va pas traduire un supplément sans avoir pris possession du livre de base. De la source. Toi-même rôliste, on va essayer de jouer. Oui, encore mieux. C'est encore mieux. Alors, maintenant, on avait vaguement évoqué les outils tout à l'heure. On a de nouveaux outils qui s'appellent les logiciels de TAO, traduction assistée par ordinateur, ce que les anglophones appellent les cat tools. C'est pas un truc qui va faire du tout la traduction à votre place. Par contre, ça a une fonction fantastique. C'est que ça va, vous mettez votre texte anglais dans le logiciel et il va vous sortir un tableau à 2 colonnes avec en colonne de gauche
les textes anglais divisés en segments, généralement, c'est une phrase. Il va couper quand il rencontre un point, retour à la ligne, un point virgule, des 2 points. Enfin voilà, c'est sémantiquement très logique. Et en face, vous avez la colonne française où vous allez remplir. Vous validez. Et à ce moment-là, il va garder en mémoire. D'accord. Une phrase que vous avez déjà traduite, il va... Ah. Tout va bien? Oui, vas-y. Une phrase que vous avez. Donc, moi, j'entends rien, mais j'ai mute Cameo et Mara et Grigsan, donc je ne sais pas si vous nous entendez. Peut-être la musique. penser à... Voilà. Donc, ce fameux outil, il va constituer ce qu'on appelle une mémoire de traduction. Si plus tard dans le texte, il retombe sur la même phrase, il va vous la proposer d'office. Oui, donc ça fait gagner du temps, quoi. Il tombe sur une phrase à peu près identique. Il va vous dire, moi j'ai une phrase qui ressemble à 82%, la voilà, est-ce que vous la voulez? Non, 82%, c'est pas assez. Si, c'est très bien 80%. Il analyse aussi les virgules, les majuscules. D'accord. Et puis, dans cet outil, vous allez définir ce qu'on appelle une base terminologique. Donc, ce qu'on faisait avant un glossaire, quand on traduisait un jeu de rôle, on faisait un tableau Excel à la main. Maintenant, c'est géré de façon automatique dans ces 4 tools. Vous allez choisir le mot anglais, le mot français, et vous allez le déclarer dans votre base terminologique. Vous pouvez même dire fais gaffe que les majuscules soient bien de telle ou telle façon, oui, tu définis vraiment des règles qui vont, etc. qui vont t'assister. Par exemple, toute la liste des compétences, les caractéristiques, tous les mots-clés du jeu, vous allez les déclarer la première fois que vous les traduisez dans la base terminologique. Et quand il revient dans la source anglaise, ben, non seulement il va vous le proposer, mais vous tapez la première lettre, il va vous l'insérer. Donc, il n'y a pas à revenir sur le petit tableau Excel pour retrouver ce qu'on avait mis, c'est automatique. Et surtout, cette mémoire de traduction et cette base terminologique, on peut la transmettre à un autre traducteur. Oui, tu peux la partager, ce qui te permet notamment dans une équipe, de gagner beaucoup de temps, quoi. Elle peut être exportée au format de l'outil que vous utilisez, CatTool. Bon, bah, par exemple, il y a le plus connu, c'est Trados. Il y a aussi MemoQ. Il y en a qui sont un peu moins pointus, mais qui sont des outils collaboratifs beaucoup moins chers. Moi, j'adore MemoQ parce qu'il est vraiment bien fichu. Mais vous pouvez, alors, soit vous l'exportez au format du logiciel, soit vous exportez un document Excel ou CSV, une base de données brute. Et à ce moment-là, le traducteur suivant, il récupère, il réimporte dans son propre outil et il a toute votre base de travail. Encore mieux, maintenant, ces outils peuvent travailler en réseau. Donc, s'il y a un éditeur qui a fait un financement participatif où il dit, ben, moi, je vais vous propose le livre de base, le supplément machin, la campagne, etc. On peut confier à 3 traducteurs différents. Généralement, l'un d'entre eux va être le terminologue. Souvent, c'est celui qui va faire le livre de base. Et si les 3 travaillent sur le même outil, en réseau, tout est partagé instantanément. Et ça se synchronise. Ça se synchronise automatiquement. Ouais. Donc, ces outils, ça fait 10-15 ans que ça existe maintenant, mais maintenant, je pourrais plus m'en passer. Oui, ça fait vraiment une différence énorme à ta méthode de travail, on va dire. Ça simplifie le travail, et en plus, surtout quand... Alors, c'est pas trop le cas quand on traduit des jeux de rôle, parce que généralement, on récupère une version finalisée. Ouais. Là, moi, là où je travaille, c'est un éditeur, et je travaille directement pour les gens qui font le jeu. C'est pas un autre éditeur qui nous passe le jeu. Ce qui fait que je vais commencer la traduction, mais la version d'origine, elle n'est pas finie. Oui. Mais je vais pas attendre qu'ils aient fini pour commencer ma traduction, surtout un truc à 400 000 mots. Donc, je commence le travail, puis on me dit « Ah, tiens, j'ai une nouvelle version. » Pas de souci, je la prends, je la jette dans mon outil. Toutes les phrases identiques,
Et je vais lui dire, maintenant, tu me réimportes automatiquement toutes les phrases qui sont complètement identiques. Ouf! Et les phrases qui ont été modifiées, il me les affiche en disant, là, ils ont remplacé tel mot par tel mot. On fait la correction. Suivant. Et cette mémoire de traduction, ça permet de pouvoir travailler sur des générations successives du même texte en sachant exactement à quel endroit ça a bougé. Oui, à chaque fois, tu peux redéfinir une base saine sur laquelle travailler. Vous faites la V1 d'un jeu. 4 ans plus tard, sort une V2. Ils ont quasiment rien changé au fluff, au contexte du monde, sauf qu'ils ont un petit peu approfondi telle région, ou ils ont rajouté un nouveau PNJ, etc. Vous reprenez votre nouveau texte, vous l'injectez, la mémoire de traduction va détecter tout ce qui est identique et vous n'aurez plus qu'à intervenir sur ce qui a été rajouté ou modifié. Mais c'est un gain de temps. Parce que avant ce genre d'outil, il fallait comparer visuellement la version anglaise d'origine, la nouvelle version anglaise, et puis voir ce qui avait changé, reprendre le français, le retaper. Oui, c'est énormément de relecture, donc ça prend beaucoup de temps, quoi. Après, dans les outils, alors là, avec de gros guillemets, pour faire une bonne traduction, il y a une phase qu'il ne faut vraiment pas chanter, c'est le relecteur ou la relectrice. C'est-à-dire que le traducteur, il va avoir le nez dans le guidon pendant plusieurs mois, puis ces textes, il va les relire une fois, 2 fois, 3 fois. Il y a un moment où il verra plus. Il y a des trucs qu'on voit plus. Puis en plus, on a un cerveau très intelligent qui fait que quand il y a une faute, c'est les fameuses coquilles, quand il y a une faute, une coquille, le cerveau, il corrige tout seul. Donc, il verra pas qu'il y a un « en trop » à cet endroit-là, d'autant plus si c'est un nom propre. Donc, le relecteur, c'est l'œil neuf. Et il faut absolument un relecteur parce qu'il faut quelqu'un qui découvre le texte. Qui se disent non mais là je comprends pas ce qu'il a voulu dire. Puis il faut que ce soit quelqu'un qui soit pointu en typographie, pointu en orthographe, en grammaire, parce que non seulement il va être un petit peu le bêta-testeur comme s'il était le joueur, le lecteur, mais il va aussi veiller à virer les fautes d'orthographe parce qu'on a beau être les meilleurs auteurs du monde, on fait tous des fautes parce que tout le monde fait des fautes, bien sûr. Et d'ailleurs, donc toi, tu as par exemple, on parlait tout à l'heure un peu de réseautage, etc. et tout. Il y a des gens avec qui tu travailles de manière régulière, presque, qui font partie de ton équipe. Exactement. Et je sais que tel relecteur, il va être super pointu pour tout ce qui est syntaxe, grammaire, etc. Et tel autre, son grand truc, lui, c'est comparaison français-anglais pour vérifier que c'est bien exactement pareil, qu'il n'y a pas eu de dérive. Donc, on a tous nos petits points personnels où on se sent plus à l'aise. Et donc, mais le relecteur, je veux dire, bien sûr, des coquilles, il en échappe. On peut pas produire un texte 100% parfait. Je veux dire, il y a un proverbe dans le domaine de l'édition, c'est le livre sort des presses. L'auteur vient, il prend le livre, il ouvre une page au hasard et il tombe sur une coquille. Oui, je vois très bien le truc. Bon, on a maintenant d'excellents correcteurs orthogrammaticaux et même typographiques. Les deux gros qui me viennent à l'idée, il y a Antidote et il y a Prolexis. Il faut les utiliser. D'autant plus, quand je parlais de cette phase de polissage qu'on fait en deuxième temps, il y a un moment où on a tellement trituré la phrase qu'on se rend pas compte qu'on fait une répétition. Parce qu'on a chargé 3 fois le mot. Ah, mais là, il est très bien celui-là. Et puis on a oublié qu'on l'a 2 phrases avant. Des outils comme Prolexis sont capables de repérer les répétitions. D'accord. On parlait de typographie anglaise qui parasite les jeux. Ça le repère aussi, quoi. Ça le repère aussi. Et c'est pas des logiciels qui coûtent des milliers d'euros. Donc, je pense que tous les éditeurs, même les tout petits éditeurs, devraient investir dans un bon correcteur
qu'on appelle par abus de langage un correcteur orthographique, mais généralement, il vérifie la grammaire et la typographie. D'accord. Et pour finir un peu sur cet onglet des outils, toi, c'est quelque chose dans lequel tu as de toute façon investi de manière personnelle, c'est-à-dire c'est des outils que tu utilises toi tous les jours. Mais est-ce que pour quelqu'un d'un peu moins expérimenté, c'est quelque chose? Non, c'est juste tu es traducteur, tu vas te fournir avec ces outils-là pour fournir un travail. Quand on travaille avec des agences de traduction, généralement, ils vous fournissent une licence pour les fameux outils de TAO. Okay. Après, dans le milieu du jeu de rôle, non. On est quand même dans un microcosme. Les éditeurs n'ont pas de gros moyens. Donc, ils peuvent pas se permettre d'acheter des licences et de les distribuer comme ça. Enfin, c'est des licences qui sont prêtées d'ailleurs pour un certain temps et qu'on récupère. Après, c'est pas hors de prix. Le MemoQ, le logiciel de TAO que j'utilise, je crois que la licence pour un traducteur professionnel, c'est 5 à 600 euros. À vie, c'est pas un abonnement. Oui. Ça s'amortit. Oui, et puis c'est un outil tellement presque essentiel, comme tu disais tout à l'heure, que il faut pas hésiter, quoi. Faut pas l'hésiter, en fait. Parce que de toute façon, il va faire. Si on calcule en coût horaire, le temps qu'on va passer sur le travail que le fameux outil aurait résolu en une fraction de seconde, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, et on va peut-être le faire en 2 mois au lieu de 3 mois grâce à l'outil. C'est un mois qu'on va pouvoir consacrer à un autre projet pour. Donc vraiment, le CAT-Tool aujourd'hui en traduction, ça devient c'est incontournable, vraiment. D'accord. Plus jamais, même du roman, même du pur littéraire, je le traduirais dans le CAT-Tool. Par contre, la phase de polissage, généralement, même pour les jeux, etc., je la fais pas dans l'outil. Je réexporte le fichier, puisqu'en plus, c'est généralement, vous injectez un document Photoshop avec des textes qui n'ont pas été écrasés, vous traduisez, et il vous ressort le même document Photoshop avec le français à la place. Donc tout est au bon endroit. Ouais, ça c'est beau. Vous avez une maquette sous Express ou sous InDesign, vous jetez la maquette en anglais, vous faites votre traduction, vous exportez votre traduction et vous récupérez la maquette en français. Il n'y a plus qu'à gérer ce qu'on appelle les chasses, c'est-à-dire quand ça déborde dans la page d'après, parce qu'on a dit, comme tout à l'heure, que le français était plus volumineux. Et tout est au bon endroit, avec les bons gras, les bons italiques. Oui, donc ça aide, c'est quand même relativement indispensable, disons. Ça évite à l'éditeur d'avoir fait, sauf s'il a bien sûr décidé pour des raisons éditoriales de faire une maquette purement française parce qu'il veut imprimer sa patte. Mais si vous voulez réutiliser la même maquette que l'original anglais, au lieu d'avoir 2 mois de mise en page, vous allez peut-être avoir 1 semaine de gestion des chasses et du foisonnement. Par contre, comme je disais, ma lecture, je le fais dans l'aspect final que prendra le jeu. C'est-à-dire que si c'est par exemple un roman qu'on m'a filé au format Word, je vais le relire dans Word. Puisque du coup, là, je vois les sauts à la ligne, les paragraphes. Oui, c'est plus proche de la qualité finale que tu veux atteindre. C'est l'expérience utilisateur finale, donc ça a du sens aussi. L'outil, il va vraiment décomposer le texte en 2 colonnes. Donc, on perd l'aspect visuel final. Donc, généralement, cette deuxième phase de polissage, de réécriture, je la fais dans la version visuelle finale. C'est classique, quand même... Puis, ne serait-ce que, par exemple, si vous avez une image avec une légende, ça se voit pas dans l'outil. C'est juste des morceaux de phrases alignés les uns sous les autres. L'encadré, il sera pas signalé dans l'outil. Oui, oui. Donc, c'est une chose qu'il faut avoir, c'est un PDF, comme généralement on parle de texte, c'est un PDF de la version, de la source, de l'objet source, pour voir visuellement à quoi ça ressemble quand on traduit.
Je me permets, parce que mine de rien, il est déjà moins 10, je voulais aborder un petit peu le dernier sujet qui répondra en partie à certaines questions qui ont été posées dans le chat pendant qu'on discutait. Excusez-moi. Ce sera un peu discuter très brièvement de l'aspect professionnel, donc éventuellement le statut juridique, un peu comment vivre, comment se faire connaître, percer dans la traduction, et peut-être quelques conseils que tu aurais pour des gens qui veulent se lancer là-dedans, une anecdote sur la manière dont toi tu t'es retrouvé, est-ce que c'était vraiment un choix de base ou est-ce que c'est un peu par hasard que tu t'es retrouvé là, dans cette niche en plus du JDR, un peu tout ça. Alors, c'est pas par hasard, parce que je suis une geek ludiste depuis... on dira pas depuis quand. Au niveau statut juridique, c'est sûr que le statut le plus confortable, c'est le salariat. Faut pas se leurrer, dans le domaine du jeu, de rôle, encore plus, il n'y a pas. Il y a un salaire, c'est des charges mensuelles, c'est des cotisations cotisations salariales de 50%. Quand je vous dis que le droit d'auteur, la cotisation salariale, c'est 1,5% de la part patronale, je vois pas un éditeur qui préférera vous payer en salaire plutôt que en droit d'auteur. On va passer de 50% de la note à 1,5% de la note. Donc, c'est une utopie, le salariat. Ça serait bien, mais faut pas trop y croire. Donc, il va rester quoi comme statut? Ben, il y a l'auteur, qui se fait régler en droit d'auteur, ce qui est pas mal, puisque il y a des exonérations de TVA jusqu'à un certain plafond annuel. C'est un argument de vente, puisque justement, vous pouvez faire valoir à votre éditeur que il n'aura qu'1,5% de cotisation et que la plupart des cas, il n'aura même pas la TVA à payer. L'autre possibilité, c'est l'entrepreneur ou le micro-entrepreneur. Et là, vous allez présenter une facture, donc avec TVA, etc. Donc, mais par contre, ça veut dire que soi-même, en tant que traducteur, il va falloir scoltiner les cotisations à l'URSSAF, les déclarations, tandis qu'à l'auteur, vous versez votre quote-part à la GESA, qui est la Société de la Sécurité Sociale des auteurs, et vous êtes tranquille. Moi, c'est ce que j'ai préféré. Il y en a qui préfèrent le statut de micro-entrepreneur. Après, c'est à chacun de voir. Généralement, les chambres du commerce font des formations tous les mois sur le statut de micro-entrepreneur. Ça vaut le coup de s'inscrire et puis voir peser les avantages et les inconvénients. Et est-ce que tu penses que par exemple, d'avoir le statut d'auteur ou d'avoir son petit business entrepreneur peut affecter les jobs le travail que tu peux obtenir? Honnêtement, non. Après, c'est à chacun de trouver la formule qui lui convient le mieux. Ça va dépendre de plein de données qui sont purement... Oui, de chacun, c'est bien sûr. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le réseautage. Donc, si on débute vraiment et qu'on n'a jamais rien traduit, moi, ce que je propose, c'est si on entend, je l'ai déjà fait dans le temps, ça. Si on entend qu'un tel va publier tel jeu, on trouve la version, on trouve le jeu en anglais et on va traduire les 10 premières pages le mieux possible. Puis on va voir l'éditeur, je serais intéressé. Voilà ce que je fais. Voici ce que je peux vous montrer de ce que j'ai fait. Après, quand vous avez un certain nombre de traductions publiées, vous fournissez votre bibliographie et puis. Il décide. Il décide. Il y a des éditeurs qui vont faire des tests, qui vont vous demander de traduire une page et demie, parce qu'ils vont, du coup, ils vont pouvoir choisir entre 2, 3, 4 traducteurs, celui dont le style correspond le mieux à ce qu'ils veulent. Donc, faut pas hésiter faut pas s'offusquer. Oh, mon Dieu, on me demande de traduire une page et demie sans me payer. Non, c'est normal, c'est un test. C'est l'équivalent de l'entretien d'embauche que fera un salarié dans une entreprise.
Sauf que là, on va pas parler de ce qu'on fait, on va faire. Oui, et puis si ça débouche après sur un contrat qui peut avoir une durée relativement conséquente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'on soit en auto-entrepreneur ou qu'on soit en droit d'auteur, dans le tarif qu'on va demander, faut savoir qu'on va devoir payer les cotisations ses propres cotisations sociales, donc la sécurité sociale, sa mutuelle de santé, sa caisse de retraite, que si on est en arrêt maladie, il n'y aura pas de sécurité sociale pour vous payer, que si vous prenez des vacances, c'est une période où vous gagnez pas votre vie. Donc tout cela va falloir le prendre en compte pour établir son tarif. Voilà. Et c'est ce que ne font pas les gens qui travaillent en amateur, en passionné, qui proposent des prix très bas ou bénévolement parce qu'ils le font par passion, parce qu'ils ont un autre job derrière qui va payer leur sécu, leur mutuelle, leur retraite et qui n'ont pas intégré ça dans leur coût. Donc forcément, le traducteur pro, il va se retrouver avec une concurrence un peu déloyale, des gens qui font ça en toute bonne foi, par passion, mais qui se rendent pas compte que ça coupe l'herbe sous le pied des gens dont c'est le métier. La traduction, c'est un bac+5. Ouais. C'était un DESS avant la réforme, aujourd'hui c'est un master, mais il y a de vraies compétences qu'on n'acquiert pas simplement en pratiquant l'anglais. Oui, parce que c'est un peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que moi je parle anglais couramment, j'ai vraiment aucun problème après 11 ans au Royaume-Uni. J'estime avoir un très bon vocabulaire anglais et évidemment français puisque c'est ma langue maternelle, mais la traduction c'est quand même un exercice dont j'ai horreur parce que justement arriver à trouver les mots justes sans avoir ces répétitions, etc. C'est vrai que c'est pas la évident. Compétence principale qu'on va demander à un traducteur, bien sûr il y a la compréhension de la langue source, mais c'est surtout la qualité de la rédaction dans la langue cible. Si vous êtes un mauvais écrivain, vous ferez pas un bon traducteur. Puisque vous pouvez pas vous contenter de faire du mot à mot de l'anglais, il va falloir le triturer, ce texte, pour donner ce qu'on parlait au début, l'impression qu'il a été écrit dans la langue cible. Donc, est-ce que tu concéderais quand même que pour certains, on va reprendre l'exemple du JDR, moi je sais qu'il y a quelques années, il y avait cette version de Vermine qui est sortie, que j'ai découvert un peu par hasard, qui m'a explosé le cerveau et que j'ai essayé tant bien que mal avec mon niveau de traduction. Alors, pas d'en faire quelque chose à partager à une communauté, mais que je voulais juste simplement présenter à mes amis anglais, ou du moins anglophones, et donc où ça part de là aussi, c'est-à-dire que mine de rien, cette passion, c'est aussi pour essayer de donner un petit peu plus de visibilité à des projets qui parfois sont un peu trop petits ou juste qui n'ont pas eu la chance de mais en fait, traduits. C'est juste, tu l'as dit toi-même, la différence, c'est que tu voulais le faire découvrir à un groupe d'amis. Donc, s'il y a un truc un peu mal traduit ou un truc ambigu ou flou, t'es là, tu vas leur expliquer non, c'est pas ça, c'est ça, etc. Là, quand on traduit pour un éditeur, c'est un produit qui va être vendu. Et non, bien sûr, l'acheteur est en droit d'exiger une certaine qualité. Évidemment. Et voilà. Oui, mais après, encore une fois, c'est ce qu'on disait. Après, tout ça est lié dans le sens où tu génères aussi un coût pour cet éditeur qui l'accepte ou non de payer. Après, à lui d'assumer la qualité qu'il veut à la fin. On est d'accord aussi. Oui, voilà. Après, il y a la traduction. Quand un éditeur décide de traduire un jeu, généralement, c'est parce que le jeu a eu un certain succès dans sa langue d'origine. On va pas traduire un navet. Rarement. Quand on... Enfin, dans la littérature encore, ça se trouve quand même. Maintenant que les financements participatifs, le problème est moins flagrant, mais c'est vrai que faire une traduction, c'était aussi une garantie d'avoir un produit d'origine de qualité
qui va se vendre. Donc, on pouvait à peu près tabler sur X ventes, parce que la traduction, il y avait déjà un passé du jeu et on savait qu'il marchait. Contrairement à l'éditeur qui va publier un jeu, l'éditeur français qui va publier un jeu français, là, c'est un risque complet puisque on ne sait pas si le jeu va plaire ou pas. Donc, c'est beaucoup plus hasardeux. Par contre, c'est sûr que quand vous faites une traduction, il va falloir payer des royalties à l'éditeur de la langue d'origine, il va falloir payer un traducteur, donc forcément, c'est des coûts supplémentaires. Mais par contre, on risque, il y a beaucoup moins de risques parce qu'on sait que c'est normalement un produit qui va plaire. Donc voilà, c'est toujours la balance. La balance entre les deux, c'est pas évident. Je voulais, parce que du coup, il est déjà 23 heures pour vous. Je sais pas si on a je crois qu'on est la dernière table ronde de la soirée, donc si on dépasse un peu, j'imagine que c'est pas trop grave. Moi, ça me gêne pas de dépasser un petit peu. Voilà. Tant que je réveille pas mon fils, tout devrait bien se passer. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait quelques questions, notamment justement dans la section conseils aux novices. On y a répondu vaguement, mais j'aimerais peut-être qu'on y réponde. Alors oui, j'avais préparé un petit peu parce que je me doutais qu'il y aurait des questions. Donc il y a les choses à faire et les choses à ne surtout pas faire. Donc je vais on t'écoute. les énumérer et puis après s'il y a alors à faire, il faut savoir gérer son temps. C'est-à-dire qu'on va établir un quota journalier. Voilà, j'ai tant de milliers de mots à traduire. J'ai 2 mois. Je vais avoir 2/3 de ce temps sur le premier jet et 1/3 sur le polissage. Combien faut-il que je fasse de mots par jour? Comme ça, si je sais que tel jour, j'ai pas fait mon quota, je sais que dans la semaine, va falloir que je le rattrape. Puis si un jour j'ai la pêche et que j'en ai mis 2 fois plus, je dis c'est bien, demain je vais pouvoir lever un peu le pied. Donc voilà, il faut savoir gérer son temps, se faire un planning. Mais alors, c'est le meilleur moyen de se griller, c'est de ne pas respecter ça. Il faut rendre le travail à l'heure. Ouais, les deadlines. On peut rendre un point positif, rendre un peu en avance quand on travaille pour une agence, c'est bien vu, mais il faut pas bâcler pour autant. Donc, il faut garder des sauvegardes. Ça se fait automatiquement maintenant, non? Il y a le cloud, faut mettre des sauvegardes dans le cloud parce que si votre bécane tombe en rade, voilà. Et puis faut sauvegarder tous les soirs. En fait, il faut se dire combien de jours de travail je suis prête à perdre. C'est la merde. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, si c'est un jeu qui a déjà un passé, il faut réclamer un glossaire. Alors, ou la base de terminologie dont on a parlé, si ça a été fait dans un outil de TAO. Ouais. Il se peut qu'il y ait des choses qui soient peu compréhensibles ou qu'il y ait des points à problème, mais on va pas aller déranger les auteurs anglais à chaque fois qu'on trouve un problème. Donc, il faut lire le texte dans son intégralité, relever tout ce sur lequel on se pose des questions, et on envoie une liste complète après, et on attend les réponses. Et en attendant les réponses, on continue à avancer sur sa traduction. Donc, pareil, est-ce que c'est un one-shot ou est-ce qu'il y aura des extensions pour parler de cette réserve de sémantique dont on parlait tout à l'heure? Est-ce qu'on doit se garder des mots signifiant sous le coude ou pas? Si on est freelance, avoir un site web attractif pour se présenter aussi, le réseautage. Et quand on candidate pour un jeu, rappeler ses spécialités, ses centres d'intérêt. Je suis une fan du Moyen-Âge, je connais par cœur le vocabulaire des machines de siège, ou l'occultisme n'a pas de secret pour moi. Voilà, ça, c'est je sais réciter les prières à Cthulhu. Dans la langue native. Donc, c'est des atouts qu'il faut mettre en valeur. Par contre, il faut faire attention de ne pas se laisser enfermer dans un genre ensuite. Donc, dans les choses à ne pas faire, rendre le travail en retard sans avoir prévenu. On peut tous prendre du retard. Ne serait-ce que le Covid, là,
Ça crée des problèmes. Votre bécane est tombée en rade pendant 3 jours. Vous avez plus de liaison Internet pour une raison ou pour une autre, parce que maintenant, on s'en sert sans arrêt. Donc, ça arrive à tout le monde. Faut prévenir. Dès qu'on sait qu'on va avoir du retard, faut prévenir. Parce que toute la chaîne derrière va être impactée. Puisque le relecteur, il va attendre. Après le relecteur, il y a le maquettiste. Après le maquettiste, il y a l'imprimeur. Et l'imprimeur, quand il a réservé un créneau, si on le dépasse, on attend le créneau libre. Les retards ont tendance à s'accumuler. Si ça commence un petit peu, c'est un peu l'effet boule de neige au bout de la ligne, quoi. Alors, à faire ou à ne pas faire, il faut éviter de ne pas être curieux. Il y a, comme dans les choses à faire, il faut avoir une bonne culture générale. Il faut lire. Il faut voir les mots dans leur environnement naturel. Il faut bouquiner. Et bouquiner dans la langue source. Il ne faut pas se contenter de bouquiner dans la langue cible. Parce que, mine de rien, c'est à force de voir les mots dans leur environnement naturel qu'on va pouvoir les recracher. Donc, il faut lire. C'est le b.a.-ba. Faut avoir un peu d'instinct. Par exemple, il y a quelques faux amis. Il y avait stable en anglais. Ce n'est pas une étable. C'est une écurie. Mais quelquefois, sans le contexte, c'est difficile de savoir. Ou chest, c'est un coffre ou c'est le torse? Oui. Et puis l'anglais est truffé de mots comme ça, vraiment. Ouais. Il faut pas avoir faut se méfier de l'excès de confiance aussi. Il y a des fois où on pige pas un truc, on s'en rend pas compte, on se pose pas la question et on fait à sa sauce en toute bonne foi et on est complètement à côté de la plaque. Donc, d'où l'intérêt d'un lecteur. Et il faut savoir accepter les critiques. Oui. On progresse. Si la critique elle est bien ciblée et que c'est pas une attaque ad hominem et que de toute façon on progresse tous sans arrêt, on apprend tous tout le temps, mais il faut savoir accepter la critique. Voilà les petits conseils. Oui. Qui est un conseil qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours d'ailleurs, et pas que pour la traduction. Très bien. Tout à l'heure, c'est qui posait une question. Si on veut démarrer à traduire des JDR, donc en particulier, sur quel type de projet se lancer pour commencer? Est-ce que, justement, on parlait tout à l'heure de l'ambiguïté des projets un peu de passionnés qui peuvent faire une bonne base d'expérience, on va dire, juste personnelle pour se faire la main, etc. Mais j'imagine que après, si tu veux vraiment te lancer professionnellement là-dedans... Alors, en fait, vous n'allez pas avoir le choix. Parce que qui va décider de traduire un jeu? Un éditeur. Ou alors vous partez comme éditeur et vous traduisez pour vous-même en tant qu'éditeur. C'est aussi une possibilité. Mais là, vous allez cumuler plusieurs casquettes et est-ce que vous aurez le temps de tout faire? Parce qu'on peut être traducteur et éditeur, mais moi je le ferais pas. Hein. Ouais, arriver à un moment, c'est difficile. Puis c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes compétences. Un éditeur, il va devoir, par exemple, négocier avec un imprimeur, acheter son papier. Moi, je sais pas faire ça. C'est un métier. Donc, et par contre, alors choisir quel jeu, en fait, ça va dépendre qui a besoin de traduire, quel éditeur français ou québécois, enfin francophone ou suisse ou belge, quel éditeur a un projet de traduction et c'est très rare d'arriver en disant venez, regardez, j'ai trouvé un jeu, il est génial, il faut absolument le traduire. L'éditeur, il va ouvrir des grands yeux ronds et puis oui, plaît-il. Par contre, effectivement, d'où le réseautage, d'où se tenir au courant des news. Maintenant, avec Internet, je dis pas que c'est très facile, mais par rapport à avant Internet, on arrive quand même à choper des informations beaucoup plus facilement. Donc, il faut démarcher les éditeurs et savoir quels sont les jeux qu'ils ont le projet de publier. Vous pouvez aussi faire des candidatures spontanées.
contacté un éditeur reconnu dans le jeu de rôle, BBE par exemple. Ils ont une personne qui est chargée de chapeauter les traductions. Ben, voilà, je suis traducteur, je propose mes services. Et puis cette personne vous dira ah bah oui justement on a un projet, elle vous demandera peut-être un test, mais là, voilà c'est réseautage, candidature spontanée, mais j'ai jamais vu dans l'autre sens. J'ai trouvé un jeu génial, je vais le traduire. Parce que là, en fait, vous allez faire le travail d'un commercial qui va chercher à placer un jeu. Oui. Vous pouvez être très doué pour ça. Moi, je le suis pas. Généralement, c'est plutôt l'éditeur qui a trouvé un jeu anglais qui lui a tapé dans l'œil, qui se dit, je vais le traduire en français, on a le public pour ça. Mais dans l'autre sens, je l'ai jamais vu. Rarement vu. Et est-ce que ça t'arrive encore aujourd'hui, bon, même si on a déjà établi que tu bossais essentiellement pour Mythic aujourd'hui, mais de trouver, par exemple, moi je sais, je parlais tout à l'heure de Vermine, donc qui était uniquement en français, et là, aujourd'hui, donc avec la réédition, justement, il y a une version anglaise qui va arriver, etc. Donc moi j'étais ravi au Salon de Cannes cette année d'entendre ça. Mais je pensais notamment à Montecook Games, par exemple. Qui font des jeux de rôle dans des thèmes divers et variés depuis des années et des années, et j'ai rarement entendu par exemple qu'il y avait des versions françaises ou autres, en tout cas ne serait-ce que même prévues ou établies, enfin même eux n'en parlent jamais par exemple. Donc en fait actuellement on a quand même un marché, je dirais pas saturé, mais il y a beaucoup de jeux, il y a énormément de jeux. On est bien d'accord. Puis l'éditeur, il va publier aussi un jeu selon sa propre sensibilité. Généralement, un jeu qui lui plaît, un thème qui lui parle, ou une grosse locomotive. Traduire Donjons et Dragons, ça va, on sait qu'on va jouer sur du velours. Donc, par contre, traduire un jeu, on va partir sur un petit jeu polonais dont les joueurs français n'ont jamais entendu parler parce qu'ils savent, les rôlistes qui savent dire le polonais, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc, va y avoir le côté l'éditeur. Est-ce que le jeu lui a tapé dans l'œil? Est-ce que c'est sa sensibilité? Et est-ce qu'il pressent un public pour ce jeu? Parce que le financement participatif, maintenant, alors c'est très bien dans le sens où ça va permettre à un éditeur de dire bon, bah voilà, j'en ai prévendu tant, je vais en imprimer tant, et il n'aura pas 2000 exemplaires en stock pendant 10 ans dans son entrepôt. Donc pour ça, le financement participatif, c'est très bien, parce que ça permet de ne pas engager au-delà de ses moyens dans l'impression. Par contre, au moment où vous allez lancer votre campagne, il faut déjà que le travail soit avancé. Il y a quand même un petit côté pari. Parce que vous n'allez pas faire un financement participatif en disant c'est cool, je vais vous traduire ça, mais je vais attendre d'avoir eu votre argent pour commander la traduction. Donc là, vous demandez aux gens d'acheter un chat en sac, quoi. Quand vous présentez, si je prends l'exemple de Chill chez Aka Game, au moment où la campagne participative a été lancée, tout le livret de démonstration, le kit de démonstration était entièrement traduit. Et donc, il a été proposé gratuitement pendant la campagne pour les gens qui voulaient découvrir le jeu. Et j'avais déjà signé le contrat et j'avais traduit déjà les 2/3. Parce que ça prend du temps, tout ça. Donc, on va essayer d'avancer aussi un maximum le travail pour que les souscripteurs n'attendent pas 2 ans avant de recevoir leurs produits. Donc voilà. Tout ça fait partie de la même machine. On parlait des temps de livraison tout à l'heure, etc. et tout. Il faut savoir aussi anticiper sur la collaboration. Après, quand vous allez Dragon Age, justement, qu'a publié BBE, on était 2 traducteurs. Parce que le volume de texte était tel que ça aurait été plusieurs mois, voire presque 1 ou 2 ans si ça avait été une seule personne. Aujourd'hui, on a Internet, on peut travailler en réseau, on a les messageries instantanées genre Skype, on a des outils de communication fantastiques pour travailler en collaboration. C'est sûr, ouais. En plus, avec
les outils de TAO. Alors en plus, j'ai même trouvé des combines pour pouvoir travailler en réseau sans payer la version réseau du logiciel. C'est-à-dire que les deux fichiers de base terminologique et de mémoire de traduction, vous les mettez dans une Dropbox. Et donc la Dropbox, les deux personnes qui travaillent dessus, ils ont accès en même temps. Donc faut pas faire les synchronisations au même moment. Faut faire attention à qui c'est qui ouvre le truc. Mais par exemple le soir, moi à 19h je fais ma synchro, toi tu l'as fait à 20h, et puis le lendemain on a synchronisé pour la nouvelle journée. L'idéal, bien sûr, étant d'avoir une vraie version réseau de l'outil. Là, c'est un autre tarif. Très bien. Je voulais voir peut-être... Il y a quelqu'un qui demandait si tu traduisais dans l'autre sens du français vers l'anglais. Bon, c'est quelque chose qu'on a... Alors, sauf cas exceptionnel de gens parfaitement bilingues, parce qu'ils ont des parents des deux langues et qu'ils ont grandi, on traduit toujours vers sa langue natale. Toujours. D'accord. Donc, son autre question, c'est est-ce que c'est un autre métier? Donc, c'est aussi de la traduction, mais juste pour une autre personne. Voilà, c'est de la traduction. Alors, beaucoup de l'interprétariat et la traduction. On parlait tout à l'heure d'une personne qui a vécu 10 ans en Angleterre. Elle peut s'improviser interprète. Puisqu'on est dans l'oral, on est dans l'immédiat. Si on fait une petite faute de français, l'important c'est de convoyer le sens de ce qu'a dit la personne. L'interprète, c'est un métier de l'oral. Le traducteur, c'est un métier de l'écrit. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Il faut que l'écrit soit le plus parfait, le meilleur possible, parce que on peut pas changer, on peut pas revenir en arrière. Donc c'est vraiment, alors c'est deux métiers très différents, comme peut être par exemple dans le métier du cinéma, il y a le réalisateur et le scénariste. Il y a des points communs, mais c'est pas le même métier. L'interprète et le traducteur, c'est pas le même métier. Et donc du coup, c'est pour ça que tu faisais éventuellement une différence tout à l'heure entre la traduction et la localisation. Alors en fait, la localisation, c'est le terme anglais. Oui. Et en fait, si on veut vraiment redonner tout ce qui sous-entend la localisation, c'est ce qu'on appelle la traduction-adaptation. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de traduire, on va aussi adapter à la culture cible. À la culture cible. Oui, ce que tu disais tout à l'heure, la différence entre le calque, vraiment de la traduction pure, presque du mot à mot, et ce que tu vas modifier, enrober. Oui, et puis transformer les références. Là, la boucherie sans eau, Earth, Wind and Fire, où il y avait, je me souviens d'un autre cas où il y avait une référence à Light My Fire des Doors. Et ben en français, on va mettre Allumer le feu de Johnny Hallyday. C'est pas le même style de musique, mais il y aura il y aura un clin d'œil, il y aura une référence. Mais tout le monde comprendra dans le public cible. Maintenant, je ne crois pas qu'un jeune rôliste de 16 ans, il n'ait jamais entendu parler des Doors et de la chanson Light My Fire. Par contre, Johnny Hallyday, Allumer le feu, oui, il en aura entendu parler. C'est sûr. L'adaptation, voilà, c'est non seulement on traduit, mais on transpose dans la culture d'arrivée. Pour qu'il y ait aussi des gags, pour qu'il y ait aussi des clins d'œil. Par exemple, si en anglais, quand vous entendez parler de The Bard avec un B majuscule, c'est une personne très précise. C'est Shakespeare. Si vous vous contentez dans votre traduction de mettre le Bard avec un B majuscule, le lecteur français, il parle de qui? En français, on va mettre Shakespeare. Ouais, donc, Shakespeare. Voilà. Par contre, dans l'autre sens, si on parle des immortels en français, je veux dire, avec le contexte qui va bien, on sait qu'on va parler de l'Académie française. Un anglophone, il va se dire, il parle quoi? Il parle de la garde de Xerxès, le roi perse qui a combattu aux Thermopyles.
Donc voilà, c'est des choses qu'il faut. D'où la culture générale et de lire beaucoup. Lire beaucoup pour sa culture, lire beaucoup pour s'imprégner de la langue source. Pour ça qu'on traduit vers sa langue natale. Et puis en plus, on a les références culturelles, puisque c'est le pays dans lequel on a grandi. Donc, encore faut-il après arriver à trouver. Ça c'est parce que là, par exemple, tu as Light My Fire, allumer le feu, ça paraît presque évident, mais parfois c'est justement cette connexion qu'il faut travailler, arriver à. Après, c'est pas juste de la traduction. Ouais, voilà. C'est de la pratique, c'est de l'expérience, c'est une agilité. Il faut une petite agilité mentale. Hein. Faut pas se contenter de dire je connais la langue. Non, il faut aimer les mots. Il faut aimer les mots. Moi, je prends mon pied à faire des recherches sémantiques. Il faut vraiment aimer les mots. Super, je pense que c'est une bonne façon de conclure. On peut peut-être prendre encore quelques questions s'il y a des gens qui ont des questions pour Anne dans le chat alpha. Alors, le débordement, la chasse et le foisonnement. Ok. Alors en fait, c'est ce qu'on disait. Alors le foisonnement, en fait, c'est la façon dont le texte va gonfler quand on va changer de langue. L'anglais est une langue assez concise. Le français est un peu plus verbeux. Donc généralement les éditeurs le savent. Hein, donc, mais ça va être autant du travail. Alors après, ça va dépendre où l'éditeur va placer son curseur. Il peut vous demander, à vous, traducteur, de faire plus concis. Par contre, le traducteur, c'est à lui aussi de demander une rallonge sur ses frais, sur son tarif, parce que c'est du travail en plus. Comme souvent, on est payé au mot, à partir du moment où le texte, on vous demande de le faire plus court, non seulement vous allez plus travailler, mais ça sera payé moins parce qu'il y aura moins de. Parce qu'il y aura moins de mots. Il y aura moins de mots au final. C'est pour ça que maintenant, avant, depuis un certain nombre d'années, maintenant, on parle en nombre de mots source. Comme ça, il n'y a pas de problème de foisonnement. Dire, voilà, le texte anglais fait 2000 mots, je prends tant par mot, et voilà. Vous voulez que je réduise parce que vous voulez garder la même maquette? À ce moment-là, c'est tant par mot supplémentaire pour gérer ce travail supplémentaire. Après, l'éditeur, il peut très bien dire, c'est mon maquettiste qui va gérer ça. Il va prendre une police de caractères un peu plus petite, on va réduire peut-être les tailles des images, on va faire un interligne. On peut gagner pas mal de place, hein, simplement en changeant la hauteur d'interligne. Ça, c'est le maquettiste qui va gérer le foisonnement. La chasse, ça, c'est purement du travail de maquette. C'est quand vous avez des blocs de texte, et puis normalement, de page en page, vous avez des blocs qui s'enchaînent. Vous avez un petit lien qui permet de dire que si le texte il déborde, il va aller dans la page là. Et si votre texte, si vous partez de la maquette anglaise sur la maquette française, il y a un moment où le texte va plus du tout être en rapport avec l'image anglaise à l'endroit où elle est placée. Donc le maquettiste, il va devoir déplacer les images pour qu'ils se retrouvent en face du texte qui les concerne. Ou, comme je disais, jouer sur la taille de caractère. Mais c'est un métier maquettiste. Donc c'est lui qui va gérer. Encore autre chose. Après, l'éditeur peut aussi dire, c'est la version française, elle fera 20% de pages de plus. C'est rare. C'est cher le papier. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. C'est un enchaînement de métiers. Ouais. Tu fais partie de toute une ligne pour arriver au produit final tel que. Le traducteur, c'est l'étape numéro 1. C'est lui qui va produire la matière première. Matière première qui va être ensuite raffinée par le relecteur, mise en place par le maquettiste. Normalement, quand on fait bien les choses, il y a une nouvelle phase de relecture sur la maquette pour vérifier que tout est bien au bon endroit, il n'y a pas une légende qui s'est perdue.
Après, ça passe à l'imprimeur, puis au distributeur. Voilà, c'est une symphonie de métier, l'édition. C'est une chaîne de production. Voilà. C'est tout à fait ça. Très bien. Merci beaucoup pour ce super témoignage et pour nous avoir fait part de ta grande expérience dans ce domaine-là. Voilà, j'espère que vous avez été satisfait des informations que vous avez reçues dans cette table ronde. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit dans le chat ou sur le bar de la FFJDR, là, sur Discord, le petit blabla de comptoir. Et merci à tous d'avoir participé à cet événement. Bonne continuation. Malheureusement, effectivement, j'ai pas eu, comme je parlais, j'ai pas pu lire le chat. Le chat, non, mais il n'y a pas de... Aller au bar là, pour papoter. Écoute, je pense qu'ils seront ravis de t'avoir. Non, mais on a fait un peu le tour. Au final, il y avait pas énormément d'échanges. J'ai essayé de récupérer les quelques questions qu'on avait, mais au final, en fait, juste dans la trame principale de ce qu'on a dit, tu as quand même couvert beaucoup de sujets. Donc, je pense que... Après, c'est ma vision aussi. Hein. Il y a sans doute d'autres visions de la traduction. Bon, je fonctionne comme ça depuis une trentaine d'années, puis ça me réussit, donc... Pourvu que ça dure, écoute. C'est tout ce qu'on te souhaite. Aujourd'hui, avec les nouveaux outils informatiques, avec l'Internet, je me souviens mes premières traductions, j'achetais des bouquins pour me documenter. J'ai traduit un roman qui se passait dans un monde imaginaire, mais qui ressemblait à la Corée et au Japon. J'avais acheté des bouquins sur l'architecture japonaise pour trouver les bons mots, etc. Aujourd'hui, on va sur Wikipédia, on trouve tout. Et en plus, c'est gratuit. Merci à toi encore une fois. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à vous lancer dans la traduction de jeux de rôle, même s'il y a beaucoup de choses qui sortent sur le marché. On est toujours ravis, sauf si c'est un AV, on a dit, mais on est toujours ravis de découvrir des petits jeux de rôle, qu'ils soient polonais, anglais, français ou ailleurs. Et puis voilà, bonne continuation à tous, bonne fin de soirée et un bon week-end. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Alors,